Autour sur le thème dont nous parlions, les joueurs russes et biélorusses exclus du Grand Chelem de Wimbledon. Pour en parler, on accueille, toute l'équipe Sud Radio est contente d'accueillir Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, spécialiste de géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un géopoliticien, on va dire ça comme ça, mais surtout vous êtes aussi un grand amateur de sport, notamment. Vous avez beaucoup écrit sur le football. Tout d'abord, quelle a été votre réaction quand vous avez appris cette décision, c'est-à-dire que le comité directeur, ou en tout cas le comité exécutif de Wimbledon, a rejeté la participation des joueurs russes, c'est-à-dire quand même du numéro du mondial Daniil Medvedev, du numéro 6 ou 7 Andrei Roublev, et de plusieurs joueuses aussi qui sont des figures du circuit. Hein, 4e mondial. Oui, 4e mondial. Quelle a été votre réaction, Pascal Boniface ? J'étais pas surpris, c'était prévisible, mais j'étais en même temps catastrophé. En fait, les organisateurs du tournoi n'ont fait que, ils ont pris une décision pour se protéger un peu du gouvernement. On sait que Boris Johnson est très en pointe dans le combat contre la Russie. On sait aussi que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a quelques soucis parce qu'il a été pris un peu la main dans le sac dans ce qu'on appelle le Partygate. Pendant que tout le monde était confiné, lui faisait des fêtes, donc il est un peu contesté. Il cherche à sortir. Et donc le gouvernement britannique voulait exiger des joueurs russes et biélorusses, femmes et hommes, pour pouvoir participer au tournoi, de signer un papier comme quoi ils condamnaient la guerre. Or, beaucoup ont de la famille en Russie. Et faire cela, c'était les exposer, leur faire prendre un grand danger. Et donc, les organisateurs du tournoi ont préféré finalement, préempter et les interdire de jouer pour ne pas les mettre devant cette difficulté. Et donc, effectivement, ça fait quand même pas mal de joueurs et de très bons joueurs qui ne pourront pas participer. C'est une décision qui est lourde puisque, pour l'instant, les instances sportives avaient décidé une chose, c'était qu'il y avait une sorte de punition pour les sports collectifs, hand, football, etc. Mais que pour ce qui est des sports individuels, les sportifs pouvaient participer, mais sans qu'il y ait de drapeau, sans qu'il y ait d'hymne, sans qu'ils soient rattachés à la Russie. Ils participaient à titre individuel. C'était prévu pour Roland Garros d'ailleurs. Et là, les Britanniques ont voulu un petit peu se montrer plus sévères que le reste du mouvement sportif, en excluant donc les tennisman et tenniswoman à la fois russes et biélorusses. Oui, est-ce que c'est une décision c'est de la com ? On fait de la com là ou Oui, complètement. Ouais. C'est disons, se donner bonne conscience à peu de frais. Parce que, une fois encore, Boris Johnson étant dans les difficultés politiques, notamment sur le plan moral, il essaye de jouer les moralistes sur l'international en disant que voilà, lui, il ne laisse rien passer par rapport aux Russes, et on sait qu'il est vraiment très à pointe du combat contre la Russie, livraison d'armes, il était à Kiev il y a peu de temps, etc. Et donc là, effectivement, il essaye de polir son image comme étant celui qui se drape du manteau de la morale, sauf que on punit des gens, on ne sait pas quelle est la vie de ces personnes par rapport à la guerre. Certains d'ailleurs même ont proclamé leur opposition à la guerre. Et donc il y a donc une sorte de punition collective qui très franchement n'est pas très digne, tout simplement. Alexandre Priam. Et même au-delà, c'est vrai que le tennis c'est un sport particulier parce que c'est difficile de faire plus individuel comme sport, tant on est parfois même recroquevillé, j'imagine à ce niveau-là, à l'intérieur de soi-même, mentalement, parce que c'est un sport extrêmement mental. C'est un sport, par exemple, où on ne joue jamais l'hymne. Même vous gagnez demain, vous gagnez le tournoi de Barcelone, on va pas jouer l'hymne russe si vous êtes russe. La bannière n'est qu'un morceau de drapeau sur parfois des diffusions télévisuelles, mais globalement c'est pour la Coupe Davis ou les Jeux Olympiques, mais pas pour les autres compétitions. Oui, bien sûr. On est dans un sport ultra individualisé. C'est vrai que c'est cette décision-là de Wimbledon. Elle surprend sur ce point-là. Est-ce qu'on peut imaginer, Pascal Boniface, de voir d'autres grandes compétitions individuelles, donc dans d'autres sports, emboîter le pas? Roland Garros, par exemple. Diplomatique, Alors Roland Garros, non. Pour l'instant, les organisateurs Roland Garros restent à ce qui a été décidé collectivement par les instances du tennis. C'est-à-dire, on sait que la Fédération internationale de tennis a condamné cette exclusion de ces athlètes, des tennisman et tenniswoman par Wimbledon. Donc, ce n'est pas du tout une décision de la Fédération de tennis qui a condamné cela. Mais donc, pour l'instant, pour Roland Garros, ils pourront participer normalement. Mais le problème va se reposer pour l'Open américain,
parce que on sait que là, Biden est très en pointe contre la Russie et qu'il devra peut-être suivre son ami Boris Johnson. Et puis on sait également que l'Australie suit un peu diplomatiquement ce que font les États-Unis. Donc il y a peut-être 3 tournois du Grand Chelem qui pourraient exclure les tennisman et tenniswoman russes et biélorusses. Une question de Philippe Spanghero, nos consultants Sud Radio. Oui, bonsoir Pascal, merci pour l'éclairage. Wow. Alors, rapidement et de façon totalement naïve, quelle est la différence entre avoir dénoncé publiquement la guerre pour la plupart des joueurs dont on parle qui aujourd'hui subissent ça et de le réaffirmer à la demande en fait des organisateurs? Je me dis que ça change finalement pas grand-chose, que c'était juste peut-être un moyen pour les organisateurs de se couvrir une deuxième fois après des prises de position qui ont déjà été effectuées finalement. Non, parce que tous les joueurs ne sont pas exprimés. Sur les 15 ou 16, il y a une douzaine ou une quinzaine de joueurs et de joueuses, donc ça fait entre 25 et 30 personnes. Certains ont pris position publiquement, mais si vous êtes résident à Monaco et que vous n'avez plus de famille à Moscou, vous ne craignez pas grand-chose. Mais c'est un peu le fait d'exiger de chacun de le faire, que sur la quinzaine de joueurs, sur la quinzaine de joueuses, 3 ou 4 prennent position personnellement, c'est une chose. Que l'on exige de chacun eux comme une sorte de mise en accusation collective de le faire, c'est tout à fait différent. Est-ce qu'on assiste aussi à, entre guillemets, à la pression des joueurs ukrainiens, voilà, qui sont, ce qui est normal, hein, assez actifs et qui communiquent pas mal. Est-ce que c'est cette pression-là aussi qui a eu raison des joueurs russes, entre guillemets? Je ne le crois pas, parce qu'ils sont quand même très nettement moins nombreux que les joueurs russes et biélorusses. Je pense que c'est un coup de com diplomatique. C'est donc au départ, Wimbledon n'a fait que suivre finalement une décision politique de la part du gouvernement britannique, qui a donc dit OK, on veut bien laisser les joueurs venir, mais il faut qu'ils signent cette pétition collective. Et d'ailleurs, les joueurs auront fait un recours en justice, puisqu'il y a des Russes et des Biélorusses qui travaillent en Angleterre et à qui on ne demande pas de faire un tel serment. Et donc, il y a une sorte de discrimination. Donc, il y a des recours en justice, mais qui, on peut penser, seront tranchés postérieurement à la tenue du tournoi, quoique il faut voir. Et puis, il y a un bras de fer entre la Fédération internationale de tennis et les organisateurs. Et il faut voir si Wimbledon ne sera pas sanctionné par la Fédération de tennis pour avoir pris une telle décision. Oui, d'ailleurs, je voulais revenir sur l'aspect juridique de cette décision, Pascal Boniface. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer un recours collectif auprès du tribunal arbitral du sport, peut-être, parce que au-delà, effectivement, de la discrimination qui est semble-t-il, attestée, il y a aussi un gros problème de compétitivité sportive. Pourquoi un joueur ne peut pas, lui aussi, essayer d'aller chercher ses 2000 points ATP, ses 1500 points ATP ou WTA pour tout simplement, il y a de l'argent en jeu, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a une carrière aussi sportive en jeu, il y a beaucoup de paramètres. Est-ce que ça peut relever du TAS par exemple, ce genre de décision? Complètement, parce qu'effectivement là, il y a pas mal de joueurs qui vont perdre des points ATP. Au-delà de la question financière, c'est leur statut qui est en cause. Et donc, effectivement, leur classement, ils vont dégringoler au classement, ce qui peut avoir un impact. Et si cela se répète pour le tournoi aux États-Unis et pour le tournoi en Australie, eh bien, ça va vraiment gâcher les carrières. Quand, par exemple, le gouvernement australien prend une mesure par rapport au Covid, c'est une mesure collective qui s'adresse à tous les joueurs. Donc, Djokovic a été sanctionné, mais disons, cette règle s'applique à tout le monde. Là, on vise spécifiquement des joueurs d'une nationalité. Donc, il y a effectivement un possible recours juridique en discrimination. Pascal Boniface, donc spécialiste de géopolitique, directeur fondateur de l'IRIS. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour nous décrypter, nous éclairer sur cette décision curieuse de Wimbledon d'exclure donc les joueurs russes et biélorusses de leur tournoi qui aura lieu, on le rappelle, début juillet, comme chaque année depuis maintenant plus d'un siècle que Wimbledon existe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. À très bientôt.